Donc aujourd'hui, je disais que le cours était dirigé dans deux objectifs aujourd'hui. Premier objectif, et pas des moindres, c'est de continuer le chapitre 8. On avait bien commencé la dernière fois et je pense que ça sera aussi pas mal de révision pour certains parce que j'avais déjà pas mal avancé. Deuxième chose, et ça c'est aussi très important, je prendrai le temps, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à certaines interrogations sur les chapitres précédents. Ok ? Donc, c'est un peu le programme qui nous attend. Je n'ai pas l'ambition aujourd'hui de finir tout le chapitre 8, mais je pense que une grosse partie et on finira peut-être la prochaine fois sans problème. Alors, je vous rappelle que pour faire un petit résumé de ce que j'ai vu qu'on a vu la dernière fois, un schéma très important sur les revêtements. Ok, on avait donc là tout le monde m'entend, tout le monde me voit le partage d'écran, hein? Oui. Très bien. La dernière fois, ce qui était très intéressant dans notre encore une fois, lien qu'on a fait avec les chapitres précédents, c'est qu'on avait mis en lumière le rôle des protéines G dans la mise en place de revêtements. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, si c'était clair pour vous, mais un revêtement, ça ne se met pas tout seul. On avait vu l'action très importante des protéines G et en particulier de la protéine ARF dans justement la constitution des revêtements. On en connaissait trois des revêtements, excusez-moi, qui étaient clatrine, cavéoline et FAP. On en a connu un dernier la dernière fois qui sont les revêtements de quatomère. Donc, je résume très rapidement parce que vous êtes censé l'avoir revu. C'est que pour un revêtement se fixe, il faut que la protéine G-ARF s'active. Pour qu'une protéine G s'active, il faut impérativement qu'elle soit couplée au GTP. Donc, le GDP, c'est une chose. Quand la protéine G-ARF est couplée au GDP, elle est inactive. Mais lorsqu'elle va être couplée au GTP, elle va être active. Et donc, au vu de la protéine G qui est active, elle va aller sur le site donneur, ok, et va recruter, ok, c'est ça le mot magique entre guillemets, elle va recruter des particules de COP, ok. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait dit que la protéine GARF faisait partie du revêtement. Donc ici, il y a deux éléments, la protéine GARF couplée au GTP plus COP qui se met. Donc plusieurs COP et plusieurs protéines G vont se mettre pour former la vésicule. Le détachement de cette vésicule, on a dit qu'elle ne faisait pas intervenir de protéines G. Alors, depuis le début, on avait parlé de cavéoline, de clatrine, et souvent on parlait de la membrane plasmique, où là, il y a besoin d'une dynamine, okay, pour justement détacher, étrangler la vésicule. Ici, dans ce cadre-là, il n'y a pas de protéine G qui intervient. Elle se détache entre guillemets toute seule. Et par contre, le détachement, le déshabillage, on va dire, de la vésicule, là, il y a action de, non pas de la dynamine, mais de GAP. Okay, GAP qui est là pour hydrolyser le GTP. Et donc, quand le GTP s'hydrolyse, il y a déstabilisation, désorganisation du revêtement. Donc, finalement, on a un système où on a ici pas d'hydrolyse du GTP, mais pour le déshabillage, oui, la vésicule qui est déshabillée va pouvoir aller vers un autre compartiment receveur. Pareil, on avait dit ici que si on mettait du GTP gamma S qui n'est pas hydrolysable à la place du GTP, alors ça bloque cette étape-là. Et dernière chose qu'on avait dit sur ce schéma, c'est que la bréphédine A, qui est un champignon, va, en inhibant Jeff, va annuler en fait toute cette étape-là. Donc, s'il n'y a pas toutes ces étapes-là, donc il y a un blocage, on avait bien insisté sur ça, il y a un blocage donc du flux vectoriel membranaire et permanent puisque ça bloque les échanges entre les compartiments, entre les vésicules. Ça, c'était un peu un résumé. Et la différence, donc ça, c'était la figure 27, avec la figure 28, c'est que, premièrement, la protéine G-ARF couplée au GTP ne fait pas partie du revêtement. Donc, c'est un peu moins bien fait, mais
Bon, peu importe, ça ne fait pas partie du relèvement. Juste, ils recrutent pour que la clatrine se mette. Là, le détachement de la clatrine va se faire grâce à la dynamine, ok, et l'hydrolyse du GTP par la dynamine va faire en sorte qu'il y ait un détachement. Puis pareil, déshabillage grâce ici, non pas à GAP et HSP70 plus ATP. Donc il faut avoir vraiment tous les réflexes de tout ça. Donc ça, c'est vraiment important de faire les différences. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour vous donner que des connaissances. J'essaye en tout cas de faire en sorte de vous donner également des réflexes et des liens que vous devez faire entre les schémas. Donc ça, c'était le schéma très important. Aujourd'hui, alors je ne suis pas adepte de voir le chapitre 8 forcément dans l'ordre, mais on va y revenir. Mais je voulais voir aujourd'hui une notion qui était très importante. Alors regardez bien ce schéma. Pourquoi importante? Importante parce que c'est des notions qu'on a déjà connues auparavant. La notion, c'est la notion de signal d'adressage. Accrochez-vous, ça va aller pas vite, mais ça va aller un peu corsé. Alors, pas corsé parce que c'est dur, hein, rien de dur, hein, mais corsé parce que c'est nouveau. OK. Pour pouvoir, et ça c'est très important, pour pouvoir se déplacer, on a dit qu'une protéine, elle a besoin de signaux. Si elle a un signal d'adressage, elle va aller dans un endroit. Ok, vous en connaissez pas mal des signaux d'adressage. Le peptide signal pour aller vers le RE, le NLS, le signal de l'occasion nucléaire pour aller vers le noyau, PTS1 et PTS2 pour aller donc vers le peroxysome. Alors, on ne le connaît pas, mais il y a un signal d'adressage pour aller à la mitochondrie. Voilà, il y a pas mal de signaux d'adressage. On va en découvrir aujourd'hui encore, mais il y en a pas mal. Mais en fait, ces signaux d'adressage vont s'accrocher à la protéine. Et il faut bien avoir conscience que ce n'est pas souvent un élément étranger qui vient sur la protéine pour l'amener. Souvent, c'est des séquences de protéines elles-mêmes, okay, qui sont okay, de l'adresser vers un endroit ou vers un autre. Et là, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous ouvriez grand vos oreilles parce que, juste je vérifie si c'est enregistré. Oui, enregistrement. Et là, il faut que vous fassiez la différence entre deux types de protéines. Soit je suis une protéine soluble, comme ici, soit je suis une protéine transmembranaire. Alors là, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Si je suis une protéine soluble, je vais avoir une manière d'être adressée qui va être différente, okay, que si je suis une protéine transmembranaire. Je m'explique. Si je suis une protéine soluble, pour pouvoir être adressée, ce n'est pas si facile que ça. Pour pouvoir être adressé, j'ai besoin de deux conditions. Première condition, deuxième condition. C'est quoi la première condition? C'est une séquence, soit peptidique, soit sucrée. En gros, soit j'ai une séquence d'acides aminés dans ma constitution, donc dans moi. Encore une fois, ici, on parle de protéines solubles. Hein, okay, donc, j'ai une séquence peptidique, acide aminé, qui va être un élément pour dire toi tu vas là-bas ou toi tu vas là-bas. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, je suis un sucre. Alors, vous allez voir, vous allez découvrir qu'il existe le mannose ici 6-phosphate. Donc, c'est quoi le mannose 6-phosphate? C'est le mannose sur lequel est accroché sur le carbone numéro 6 un phosphate. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un cours sur les glucides, je l'espère, avant le mois de juillet, où il y aura toutes ces techniques-là. Mais en tout cas, le mannose 6-phosphate, c'est un signal d'adressage, vous pouvez dès à présent le noter, vers le lysosome. Donc le mannose 6-phosphate, c'est un élément d'une protéine soluble, interne, okay, qui va pouvoir l'adresser vers le lysosome. Okay, donc ça, je répète, c'était la première condition. Okay, la première condition, c'était ça. Juste, je vois, il y a une question. Ok, ça, c'est la première chose. Deuxième condition, je vous ai dit que ça ne suffit pas. Une protéine, pour pouvoir être exportée
vers, vers un endroit, ok. Par exemple, ici, on parle du lysosome, elle a besoin de deux conditions. La première condition, on vient de la dire, c'est réglé. Deuxième condition, c'est un récepteur transmembranaire que vous voyez ici. Alors, ça veut dire quoi un récepteur transmembranaire? En gros, c'est que lorsque celle-ci, cette protéine ou cette protéine est prête à être exportée, elle va rencontrer un récepteur. Et lorsqu'elle rencontre ce récepteur, cette deuxième condition fait que maintenant, elle va pouvoir être exportée vers l'endroit rêvé. OK? Donc, je répète, pour une glycoprotéine soluble, il y a besoin de deux conditions. Une condition interne, puis une condition externe. Condition interne, c'est soit la séquence peptidique, soit l'arborescence sucrée. La condition externe, c'est un récepteur transmembranaire. Deuxième possibilité pour être adressé, je suis une protéine transmembranaire. Donc, je ne suis plus dedans, je suis transmembranaire. J'ai un contact avec la membrane plasmique. Alors là, j'ai besoin que d'une seule condition, ok, qui est résumée en deux possibilités. Soit je suis un segment transmembranaire directement, ok, et ce segment transmembranaire, c'est lui qui va adresser vers un compartiment. Soit je suis un segment sur cette protéine transmembranaire cytosolique, c'est un domaine cytosolique qui lui permet d'aller vers l'endroit aussi rêvé. Donc, on va voir des exemples, vous allez beaucoup mieux comprendre, mais au moins, déjà, retenez que si je suis une protéine soluble ou transmembranaire, je ne vais pas avoir la même manière d'être transporté vers un autre endroit, être adressé vers un autre endroit. J'ai besoin de deux conditions pour la protéine soluble, d'une seule pour la protéine transmembranaire. On va voir des exemples maintenant. On va voir des exemples. Alors, c'est un peu étonnant, hein, je suis désolé, mais on va aller dans la figure 22. Normalement, la figure 22, elle est là. Voilà. Alors, il y a une personne qui a son micro qui est encore attaché, enfin qui est encore ouvert. Si vous voulez l'éteindre, c'est super. Donc, dans la figure 22, il y a l'exemple type de ce qu'on vient de parler à l'instant. Donc, encore une fois, moi, j'aime bien raconter des histoires. Donc, là, je vais vous raconter l'histoire de cette protéine. On va commencer je rappelle que le français, c'est de la gauche vers la droite. Donc, on commence un schéma de la gauche vers la droite. OK. On est au niveau d'un Golgi ici. On va le voir après, les différences de Golgi, etc. On est vers le Golgi. Je vous rappelle que le Golgi, il est fait de 3 parties. Cis, médian et trans. Là, on est au dernier Golgi, ce qu'on appelle le trans TGN, okay, qui est encore plus acide que le trans. C'est en fait une 4e partie du Golgi, on va le voir. Et on a une protéine ici, une enzyme. Cette enzyme, elle est soluble. Ah, cette enzyme, elle est soluble. Donc, je vais poser une question, mais je vais répondre moi-même. Si cette enzyme, elle est soluble, donc c'est une protéine soluble, elle veut aller maintenant dans le lysosome. Elle va avoir besoin, je répète, de deux conditions. Une première condition, elle va avoir un mannose 6-phosphate. Parfait. Ça, c'est la première condition pour aller au lysosome. Et ça ne suffit pas. Pour aller au lysosome, il faut la deuxième condition, qui est ici le récepteur transmembranaire, okay, qui, encore une fois, lui-même, vu que c'est une protéine transmembranaire, lui aussi va avoir un signal d'adressage. Donc, lorsque les deux conditions sont remplies, à ce moment-là, l'enzyme soluble va pouvoir aller ici vers le lysosome. Ça, c'est la chose à savoir. L'importance de l'adressage au lysosome qui est donc réuni en deux conditions. Après le reste, il faut le savoir. C'est que lorsque la protéine va partir, cette enzyme-là va partir vers le lysosome, la vésicule qui va se former, okay, est une vésicule recouverte de clatrine, okay. Puis, donc vous le savez, la dynamine va faire en sorte qu'elle se détache. Puis, deuxième étape, déshabillage grâce à l'HSP70 plus ATP. Alors là aussi, pour les petits malins qui me diraient non, mais il n'y a pas marqué ATP, c'est par simplification. Il y a toujours ATP. Donc ici, on a donc déshabillage de la vésicule. Et on a la vésicule qui est ici, déshabillée, toute belle, qui va pouvoir aller dans l'endosome, classiquement.
Je rappelle que le pH de l'endosome, lysosome, parce que l'endosome va se transformer en lysosome, est compris entre 7,4 pour l'endosome jusqu'à 5, pour finir à 5, vers le lysosome. Et aujourd'hui aussi, on essaiera de voir les étapes qui nous font passer d'un endosome à un lysosome. Ok, donc ici, l'endosome, il va transformer en lysosome. Et là, le récepteur, comme le schéma sur le LDL, vous vous souvenez, figure 31 du chapitre 2, va faire en sorte que le récepteur se dissocie avec l'enzyme. Donc l'enzyme, elle voulait aller là, mission réussie. Le récepteur va être recyclé ici, toujours avec de la clatrine, déshabillage, et il revient au Golgi trans pour refaire l'opération, okay, sur ce cycle infernal. Okay. L'enzyme, quant à elle, okay, ben elle peut avoir pas mal de choses à faire, mais qu'est-ce qu'elle peut faire l'enzyme? Eh ben, elle peut passer par là, elle peut repartir, elle peut être exportée à la membrane plasmique pour revenir ici. Et ça, il y a plein de choses qui vont vous montrer. Vous pouvez imaginer ce que la protéine va faire. Mais le chemin le plus important, c'est ce chemin, ce cycle-là. On vous dit juste ici qu'il peut avoir un adressage incorrect. Ben, si un adressage incorrect, ça ne va pas directement au lysosome, en tout cas à l'endosome, et ben, ça peut venir par exocytose, ça peut venir ici, ici, et ça peut revenir ici. D'accord? Pareil, ici, tout ce qu'il y a à retenir, c'est les deux étapes. Le mannose phosphate qui est un signal de lysosome, la clatrine, l'HSP, les pH, okay, la dissociation et qu'il peut avoir un adressage incorrect. C'est tout ce qu'on peut vous poser comme question sur ce schéma. Alors, j'ai juste des questions. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, juste. Alors, vous pouvez… alors, je n'ai pas la force de répondre. Vous pouvez intervenir. Il n'y a aucun problème pour me dire si vous avez des questions. Il n'y a aucun problème. J'ai vu, il y a juste une question. Est-ce qu'il y a un signal d'adressage pour que le récepteur retourne au TGN? A priori, il doit en avoir un et on verra c'est lequel. On va le voir de suite. OK. Donc, Dan, oui. juste une question. C'est pareil pour la cavéoline, mais sans les habillements, du coup. Alors oui, encore une fois, la différence, on va le voir maintenant, mais la différence entre cavéoline et clatrine, a priori, et il y en a d'autres, hein, mais c'est que la vésicule de cavéoline ne se fait jamais déshabiller, alors que le clatrine se fait tout le temps déshabiller. Mais ça, on va le voir de suite. Ça, c'était en tout cas le premier exemple, okay, de signaux d'adressage de protéines envoyées ici dans le cas dans lysosome et qui avaient besoin de deux conditions. On va revenir au schéma 29, ok. Et on va voir un autre exemple. Voilà. Figure 30. On va voir, donc, vous connaissez, encore une fois, hein, il faudra après vous dire, OK, vous faire un récapitulatif de tous les signaux d'adressage possibles et imaginables. Vous inquiétez pas, j'ai tout fiché, mais juste vous aussi, vous devez faire ce travail. Deuxième exemple. On a une protéine soluble ici. Hop. Ça peut être BIP, ça peut être PDI. On est dans le RE. OK. On se place dans le contexte. On est dans le RE. Et on a BIP et PDI qui sont là. Ce qui est intéressant, et vous n'êtes jamais posé la question, c'est se dire pourquoi BIP ou PDI se retrouvent dans le RE. Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans le RE? Ben, la réponse, elle est simple. C'est qu'elles ont elles-mêmes un signal d'adressage et de rétention que vous allez retenir aujourd'hui qui s'appelle KDEL. Alors, encore une fois, KDEL, vous êtes censé les avoir appris des acides aminés. Chaque lettre, okay, signifie un acide aminé. On ne va pas le voir maintenant, ça ne m'intéresse pas. Mais KDEL, c'est un enchaînement d'acides aminés. Et lorsqu'à la fin de la protéine, il y a KDEL, ça veut dire que tu vas au RE. Par contre, pour une protéine transmembranaire, qui est ici, le signal d'adressage au RE s'appelle KKXX. D'accord? Donc, KKXX, c'est pour une protéine transmembranaire. KDEL, c'est pour une protéine soluble. Pareil. Est-ce que d'avoir KDEL, ça suffit? Non. Pour être exporté, il faut KDEL et un récepteur transmembranaire.
lui, en tant que protéine transmembranaire, est-ce que KKXX suffit? Oui, okay, puisque c'est une protéine transmembranaire. Donc, ici, la protéine en question, elle va être exportée, ou même elle, grâce à KDEL et KKXX, va être exportée vers le RE. On va prendre l'exemple. Figure 34. J'agrandis. J'arrive pas à agrandir. Ok, bon, peu importe. Pourquoi j'arrive pas à agrandir? C'est une excellente question. Voilà, parfait. Alors, j'adore ce schéma, il tombe souvent et il est très intéressant surtout parce qu'il va résumer pas mal de choses qu'on en a vues. Alors, pareil, je répète, on lit de la gauche vers la droite et on commence par notre protéine qui est ici, soluble. Alors, c'est une protéine, alors ça peut être BIP, ça peut être PDI, ça peut être toute protéine soluble, du RE, ok, du RE, stop. Ici, cette protéine, on va commencer l'histoire, elle va vouloir aller dans un endroit. Encore une fois, alors là, faites attention, ce n'est pas un adressage vers un endroit là, elle va vers le Golgi. Elle part du RE, elle va dans le Golgi. Ce n'est pas qu'elle est adressée vers le Golgi, puisque cette protéine, elle a KDEL, donc elle va avoir tendance à revenir vers le RE. Là, elle va juste faire des courses. Okay, vous imaginez qu'elle est chez elle, elle va vouloir faire des courses dans le RE. Elle a besoin d'aller dans le RE. Bon. Donc, quand elle part du RE, elle n'a pas besoin des deux conditions, puisque ce n'est pas un adressage, ça. On va le voir tout à l'heure, l'adressage. Et donc là, elle va partir du RE grâce à une vésicule. Alors, notez-le bien ici, il y a deux types de quatomères, COP1 et COP2. OK? Donc, les quatomères dont on a parlé tout à l'heure, c'est soit COP1, soit COP2. Notez que dans toutes les vésicules, c'est toujours COP1 qu'on verra. OK? Toujours COP1 qui est donc présent. Sauf à un moment où on va avoir COP2. COP2, c'est la vésicule de quatomère qui part ici du RE. COP2, ça part du RE. Vous ne le verrez que ici. Okay, vous ne verrez jamais de COP ici partir d'ici. COP2 part tout le temps du RE. Okay, c'est l'exception. Donc, je répète, que des COP1, sauf ici, quand on part du RE, c'est COP2. Pareil, ici, vous connaissez la règle, puisque ici, on a une vésicule recouverte de quatomère. Déshabillage grâce à qui? Grâce à GAP, on l'a vu tout à l'heure. Et le déshabillage fait en sorte qu'elle va fusionner avec le compartiment. Ici, on est au niveau du Golgi, retenez-le bien, 6 et médian. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a parlé du TGN, c'était le trans-TGN. Okay, ici, on est dans un Golgi 6 médian. Okay, ça, c'est important, c'est le genre de questions qui tombent. Pourquoi c'est important? Parce que le pH, là, il va être à 6,5. Okay, alors que le trans, il est beaucoup plus acide, il est à 6, voire pas loin de 5,5. D'accord? Donc, la protéine va venir dans le Golgi, elle va faire ses courses, et elle est ici. Et maintenant, c'est là où démarre, entre guillemets, notre schéma. Juste une question. Ici, la vésicule, quand elle se barre et elle va dans le Golgi, par quel type de protéines motrices du cytosquelette va être transportée? Hein? La dinéine. La dinéine. Alors, pourquoi la dinéine? Alors, la dinéine, déjà, c'est vrai. Parce qu'effectivement, ça va du plus au moins. Ça va du plus au moins. Bonne soirée. Ça va du plus au moins. Je répète que le Golgi, il est toujours moins. Le RE, donc il devient, donc finalement c'est plus, et il va être du plus au moins. Donc on imagine ici un microtubule et la dinéine. Bravo. Et maintenant, KDEL a fait ce qu'elle devait faire. Elle veut maintenant être adressée, et là j'emploie le verbe adresser, elle veut être adressée au RE. Et donc, là, on a besoin donc des fameuses deux conditions. Première condition, c'est KDEL. Et deuxième condition, c'est le récepteur transmembranaire qui s'appelle ici, dans ce cas-là particulier, le récepteur ERD. Et lui, ce récepteur ERD, il a besoin aussi d'un signal
d'adressage qui s'appelle ici, puisque KKXX, un signal d'adressage ORE. Je répète que KKXX et KDEL sont deux signaux d'adressage ORE. KKXX pour les protéines transmembranaires, KDEL pour les protéines solubles. Très bien. Donc maintenant, on a les deux conditions. Les deux conditions sont remplies. Donc, la protéine ici, avec KDEL, va pouvoir être exportée vers le RE et revenir au RE. Pareil, ici, on va du moins au plus. Donc, qui le transporte? Regardez, microtubule plus kinésine. Ici, c'était microtubule et dinéine. Ici, c'est kinésine. Alors, il y en a certains qui vont me demander pourquoi ça ne peut pas être un microfilament d'actine. Je répète, je rappelle que les microfilaments d'actine, c'est surtout en périphérie que ça se passe. À l'intérieur de la cellule, ok, et là, ça fait partie de l'intérieur, c'est les microtubules qui vont avoir comme rôle de faire tout ça. Ok, donc ça, c'était pour moi quelque chose de très important que vous compreniez. Et ces trois schémas, donc je répète, la figure 22, 29, 30 et 34 sont à voir en même temps. Vous ne pouvez pas avoir celle-là sans les autres. Ok, il faut chaque fois que vous fassiez le même bidule pour bien comprendre les tenants et aboutissants. D'accord? Donc ça, c'était un schéma très important. Il y a un schéma juste avant. Alors, on va voir la figure 33. Je pense qu'il est peut-être après. Voilà. Alors, avant d'avoir la figure 33, on va à la figure 18. Je sais que je suis une marionnette, mais c'est comme ça qu'on apprend. Non, c'est la figure 22. 18. Où elle est, la petite? Alors ça, oui, vous vous souvenez. Ça aussi, vous vous souvenez. Voilà. Elle arrive. Voilà. Alors ça aussi, schéma pas facile, mais très important. Très important, très important. Parce que là, c'est un résumé de tous les revêtements les plus connus. Et ça va aussi résumer un peu toutes les sécrétions régulées et constitutives. Et vous allez voir qu'il y a des nuances qui sont très importantes. Déjà, donc ici, on est au niveau d'un Golgi. Pas n'importe quel Golgi, le Golgi trans. Le plus acide des Golgi. Donc ici, toutes les protéines qui sont ici, ou les protéases qui sont ici, fonctionnent toutes à pH acide. Ok, il y a des protéines qui fonctionnent à pH neutre, comme les protéines qui sont dans le protéasome, vous vous rappelez, qui fonctionnent à pH neutre. Et il y a des protéines qui fonctionnent à pH acide, dans l'isosome par exemple, ou dans le Golgi. Donc ici, on est dans un Golgi, pour vous dire, un Golgi acide, où ici, on a des H plus ATPases qui vont acidifier le tout, et des cuivres ATPases pour autre chose. Et là, vous avez noté donc 4 types de revêtements, 4 types de vésicules qui vont avoir des destinations différentes. Déjà, on va prendre la plus connue. La plus connue, c'est la classique que vous connaissez. C'est lorsqu'il y a détachement de la vésicule recouverte de clatrine grâce à la dynamine. Et ici, on a vésicule recouverte de clatrine, HSP 70 plus ATP déshabillage, et c'est une sécrétion régulée. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'une des destinations, ça peut être aussi le lysosome avec le mannose 6-phosphate. Donc finalement, cette vésicule qui part du Golgi, elle peut soit aller vers la sécrétion régulée, donc le flux vectoriel membranaire et permanent, regardez en haut, flux vectoriel membranaire et permanent, soit elle peut aller vers l'endosome ou lysosome pour participer aussi au flux vectoriel membranaire et permanent, mais pas vers la membrane plasmique. Ça, c'est la classique. La deuxième classique, c'était la question de Ethel tout à l'heure, la deuxième classique, c'est vésicule recouverte de cavéoline. La vésicule recouverte de cavéoline, elle est détachée ici au niveau du Golgi. Et là, vous notez la grande différence entre le Golgi et la membrane plasmique, c'est qu'ici, il n'y a pas de dynamine. Vous vous souvenez, depuis le début de l'année, on a dit que la vésicule de cavéoline, lorsqu'elle est détachée de la membrane plasmique, il y a action de la dynamine. Or, ici, on est au niveau d'un Golgi, c'est l'exception. Il n'y a pas action de dynamine. Alors ça, juste que vous comprenez bien, c'est des finesses que on va dire, allez, 20% des étudiants retiennent.
lorsqu'ils arrivent à le voir tout seuls ou qu'ils ont quelqu'un qui leur enseigne, et qu'ils apprennent ça au mois de novembre. Alors, voilà, donc fin novembre. Donc, retenez ça, déjà vous gagnez 500 places. Okay, bon. Donc, et pour vous dire, c'est tellement dur que je me demande si vraiment aujourd'hui ils peuvent faire tomber des choses pareilles. Okay, donc, ça peut tomber, vu que c'est tombé, que ça peut tomber, je vous l'apprends, mais c'est très chaud. Vous gagnez beaucoup de choses. Donc ici, pas de dynamine, ok. Et ici, donc la vésicule, la vésicule recouverte de cavéoline, pas de déshabillage, et ça devient une cavéole. Vous vous souvenez, cavéole, et c'est ce qui va partir de l'exocytose constitutive. Ok. Alors, juste ça, je ne sais pas si j'avais bien insisté, mais les glycoprotéines liées à un GPI passent par ce genre d'exocytose. Ça, c'est important, c'est partie des glucènes qui peuvent tomber. Celle-là aussi, on avait vu, ok, le revêtement de FAP. Alors, je ne pense pas qu'il y a de la dynamine, ce n'est pas très précisé, mais je ne pense pas qu'il y a de la dynamine ici, parce qu'ici, on le précise et pas là. Et là, pareil, FAP, déshabillage de FAP, on ne le dit pas comment non plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et on a une sécrétion constitutive. Ça, on l'avait vu, c'était l'un des derniers schémas du chapitre 2. OK. Maintenant, ici, on a le revêtement de quatomère. Alors, là aussi, vous le notez en rouge. Le revêtement de quatomère ne va jamais, le quatomère numéro 1 en tout cas, ne va jamais dans le sens du gradient du flux vectoriel membranaire et permanent. Donc, il va toujours dans le sens opposé au flux vectoriel membranaire et permanent. D'accord? Donc, ici, on est dans un cas où il y a la vésicule de quatomère. La vésicule de quatomère, vous le savez, il se fait toujours déshabiller. Il n'y a pas de dynamine, vous l'avez vu la dernière fois. Par contre, elle peut être inhibée par la bréphédine A. On va le voir de suite. Mais je veux juste retenir que quatomère, c'est toujours du Golgi, quatomère numéro 1, excusez-moi, toujours du Golgi vers le RE finalement. Alors que tout à l'heure, on a vu dans la figure 34, le quatomère numéro 2, c'est du RE vers le Golgi. Okay, donc, quatomère numéro 1 dans le sens inverse, quatomère numéro 2, ça va du Golgi, ça va du RE, ça va vers le Golgi. À noter dans ce schéma, c'est la dernière chose qu'il faut savoir sur ce schéma, l'action de la bréphédine A. Vous allez voir que la bréphédine A, comme on l'a dit la dernière fois, et comme on l'a dit aujourd'hui, elle va inhiber la formation de revêtement en inhibant Jeff. OK? Ici, la bréphédine A peut agir sur le COP1. Ça, on le connaissait, on l'a vu la dernière fois. Elle peut agir sur clatrine. Donc là aussi, on l'a vu la dernière fois dans la figure 28. Mais aussi, la bréphédine A, elle peut agir sur le revêtement, la constitution du revêtement de FAP. Mais attention, regardez bien, la bréphédine A n'agit pas sur la cavéoline. D'accord? Donc ça, c'était les exceptions, on va le voir de suite. On va le voir de suite. Dans la figure 33 qu'on va voir maintenant. Dernière chose sur ce schéma, la vacuole autophagique. Alors ça, on l'a pas encore bien vu, mais c'est dans le chapitre 8. Une autophagie, c'est une sorte de suicide d'un compartiment. Une suicide d'un organisme. Ok, on va le voir tout à l'heure, mais en gros, lorsque une mitochondrie ou un peroxysome ou tout ce que vous voulez veut se suicider, veut être détruit, il va utiliser des vacuoles autophagiques, okay, du Golgi ici, et on va voir aussi du RE, pour justement se faire, on va dire, phagocyter en interne. Et je vous rappelle ici que les voiles hyalioplasmiques, okay, qui vont permettre la phagocytose, viennent aussi, okay, des citernes du Golgi et du RE. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vient du citerne du Golgi et du RE? Donc, la vacuole autophagique et ce que je viens de dire à l'instant, qui est donc la voile hyaloplasmique. Voile hyaloplasmique, donc pour la phagocytose. Merci. Donc ça, pareil, figure 18, à voir en parallèle très important à la figure 34. Mais Dan, j'ai une question.
À la figure 33, ils nous disent que la COP1, elle est insensible à la bréphédine A. Ah là là, c'est Shirley? Oui. Shirley, détends-toi, souffle, respire. J'arrive. Ils n'ont pas tous fait le 33, on va le voir de suite. Alors, 33 aussi est un schéma qui tombe souvent et qui est très important. Alors, vous voyez, là aussi, il est tout enfoui, on a l'impression, mais c'est très facile. On vient de voir le plus important. Déjà, vous repérez le RE. Bravo. Vous repérez le Golgi. Vous voyez qu'il a 3 sacules, 6, médian et trans. Et le dernier TGN ici. Vous remarquez ici que vous imaginez la membrane plasmique. Donc ici, c'est la membrane plasmique. Ici, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. On part du TGN, on peut être une vésicule ouverte de FAP ou de cavéoline, et je suis une sécrétion constitutive. Je suis qu'on s'appelle une vésicule de Catherine. Okay, je suis une sécrétion régulée où je vais vers l'endosome. Véhicule autophagique, c'est exactement ce qu'on vient de voir à l'instant. Okay, on a fait un grossissement tout à l'heure. Pareil, regardez COP1 et COP1 ici, on va le voir de suite. Ce sont deux vésicules recouvertes de COP1 qui vont prendre le flux inverse du flux vectoriel membranaire et permanent. Juste ici, pour l'amusement, okay, RE Golgi qui s'occupe microtubule d'inéine. TGN vers la membrane plasmique, on va du moins au plus qui s'occupe la kinésine. Ça, il faut que ce soit des réflexes pour vous. Alors, il y a un nouveau copain qui s'appelle le RGIC. C'est un compartiment intermédiaire. On ne le voit que ici, donc on s'en fout un peu. Juste retenez-le ici. Alors, et regardez, et c'est encore une fois, c'est un résumé de ce qu'on a vu depuis le début. Là. COP2 qui part du RE et qui va vers le RGIC. C'est le seul endroit où on voit le COP2, on a vu tout à l'heure avec KDEL. Pareil, il y a un déshabillage. Et COP1, on le voit à 3 endroits, un ici et un ici. Tous les 3 font le sens opposé du flux vectoriel, membranaire et permanent. Vous voyez les petites croix ici? C'est là où la bréphédine A est active. Ok, la bréphédine A excusez-moi, est active au niveau de FAP, ici, au niveau de la Catherine, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de COP1, on l'a vu tout à l'heure. Elle est efficace ici, mais on s'en fout un peu. Et ce qui est très important, et c'est ce que vous allez retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 exceptions dans la bréphédine A. Il y a 3 endroits où la bréphédine A, elle est inefficace. Regardez ici la flèche, il y en a une là. Lorsque COP1 provient de 6 et médian, alors regardez bien la différence. Ici, tout à l'heure, on a vu COP1 qui provient du TGN. Ici, c'est COP1 qui provient de médian et de 6. Donc, on passe par ici. Okay, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Et on voit que quand le revêtement de COP1 part du 6 et de médian, eh ben, la bréphédine A, y est inefficace. Donc, ici inefficace, ici efficace. Pareil, la bréphédine A est inefficace au niveau de COP1 qui revient vers le RE à partir du RGIC. Et enfin, alors je sais que je suis un peu présomptueux, mais il y a une 3e flèche qui a été oubliée ici. Vous pourrez la faire sur votre schéma. Il y a une insensibilité de la bréphédine A sur ici le COP2 qui part du RE. Donc ici, s'il y a la bréphédine A, COP2 continuera. Ici, s'il y a de la bréphédine A, COP1 continuera. Pareil ici. Par contre, s'il y a de la bréphédine A ici, COP1 ne continue pas. D'accord? Donc ça, Dan, oui. Alors, je finis. Je réponds à ta question, je finis. Juste retenez encore une fois ici. Faites l'exercice. On va du moins au plus. Qui on utilise? La kinésine. Je t'écoute. Non, juste, est-ce que tu peux répéter la première exception, s'il te plaît? La première exception de la bréphédine A? Oui. Bah, c'est les flèches, regarde. La bréphédine A inhibe COP1 qui part de 6 et de médian et COP1 qui part du RGIC. Et 3e, COP2 qui part du RE. Shirley, je t'écoute. Ah non, c'est pas Charlie.
Non, mais tout à l'heure, il y a Shirley qui a parlé. Ah ben c'est bon, j'ai ma réponse. Ah, bah, t'as ta réponse. Magnifique. Super. OK. Merci. Une question. Ah, il y a une question, oui. Et du coup, ça veut dire, si on veut résumer tout ça, c'est-à-dire lorsque le COP va du moins jusqu'au plus, la Brefedjin A ne marche pas. Quand du COP, elle va du moins vers le plus, C'est-à-dire vers le RE, en gros. vers le RE, oui. Non, c'est faux ce que tu dis. Parce que ici, tu vois qu'elle est efficace. Donc ici, on va du moins vers le plus et pourtant, c'est inhibé. Ne cherchez pas des moyens. Vous vous débrouillez au niveau des moyens mnémotechniques. Retenez qu'ici, elle est toujours active, ok, la brefédine A, sauf au niveau de la cavéoline, elle n'est pas là, en gros. Et elle est insensible au niveau de ces trois trucs. Là, là et là. Juste aussi noter quelque chose, et c'est la dernière chose que je dirais sur la brefédine A, c'est que la brefédine A, elle est absente de la membrane plasmique. Donc, on ne verra jamais de brefédine A inhiber quoi que ce soit au niveau de la membrane plasmique. Ça aussi, c'était, je pense, aussi important de noter. OK. Ça, c'était la partie très importante du chapitre 8 qu'il fallait bien intégrer. Alors, maintenant, je ne dirais pas que c'est des révisions, mais ce que je vais faire là, c'est dans le chapitre 8, c'est ce qu'on avait déjà vu et je veux que vous le maîtrisiez parfaitement maintenant. Vous vous rappelez ici que lorsqu'une protéine, lorsqu'un ARN messager rencontre un ribosome, le ribosome, il est neutre. 5', 3', et la protéine qui commence avec le N-terminal qui commence à se faire synthétiser. Et là, peut apparaître le signal d'adressage qui est le peptide signal. On avait dit quoi? Le peptide signal va être repéré, va être fixé par le SRP, de signal de reconnaissance du peptide signal. Alors, notez-le, ça aussi, ça fait partie du vocabulaire. Le SRP, c'est un complexe ribonucléoprotéique. Le SRP, c'est un complexe ribonucléoprotéique qui va reconnaître le peptide signal. Pareil, le ribosome, c'est un complexe ribonucléoprotéique. Pareil. Donc, et ça, je veux bien que vous le reteniez parce que si on vous dit petit 1, c'est un complexe ribonucléoprotéique, il ne faut pas que vous ouvriez des grands yeux en disant mais de quoi on parle. Donc, on va parler ici du peptide signal. Notez que le peptide signal, il mesure à peu près 20 acides aminés. Il est toujours donc au N-terminal, donc vraiment au début de la protéine. Et pèse, excusez-moi, à peu près 2 kg Dalton. Alors, les Dalton, c'est les ennemis jurés de Lucky Luke, mais en biologie cellulaire, c'est ce qu'on appelle le poids moléculaire. C'est en Dalton. Okay, le gramme, c'est pas bon, le milligramme, c'est trop, centigramme, c'est trop, etc. Donc, c'est le Dalton qui nous permet. On avait vu une fois, on avait parlé de Dalton une fois, vous vous souvenez, c'est pour les jonctions communicantes. Okay, vous vous souvenez, pour les jonctions communicantes, on avait dit que pour passer dans une jonction, si on avait plus que 1 kilodalton, on ne pouvait pas passer dans la jonction. OK? Donc, 1 kilodalton ou inférieur, on pouvait, mais plus, on ne pouvait pas. Non, c'est juste pour vous donner une notion. Donc, le signal d'adressage du peptide signal, il pèse 2 kilodalton. Et donc ici, vous notez aussi que le premier acide aminé de toute protéine, c'est la méthionine. Et donc vous êtes assez fort aujourd'hui pour me dessiner une méthionine. Okay, c'est-à-dire la méthionine, vous savez exactement comment la mettre, okay, puisque la méthionine, c'est quelque chose que vous avez appris, ça fait partie des 20 acides aminés que vous devez connaître parfaitement. J'adore. Donc bientôt, vous l'aurez pu, parce que la pression, quand vous allez réussir votre première année, vous allez donner des cours après chez nous, vous allez pouvoir enseigner à vous et là, vous n'aurez plus la pression. Mais il y a un jour dans la vie où il faut avoir un peu la pression. Donc, ici, on va repartir du début. Le SRP, il va fixer le peptide signal. Très important, le SRP, il est couplé au GTP. Donc, le SRP, c'est une GTPase. OK?
le SRP est une GTPase. Faites attention, regardez les chaperons. Ici, quand il y a les chaperons cytosoliques, on va voir le rôle qu'elles vont jouer, mais les chaperons cytosoliques vont avoir un rôle de fixation. Elles vont avoir un rôle, excusez-moi, pas de fixation. Elles vont permettre la reconnaissance du SRP au peptide signal. Elles vont l'aider. OK. First étape, le signal d'adressage qui est découvert. Seconde étape, le SRP couplé au GTP va le reconnaître. Je fais vite parce qu'on est censé l'avoir vu. Hein. Troisième étape, le SRP va rapprocher le ribosome vers le translocon. À ne surtout pas confondre avec le transporteur TAP. Transporteur TAP, c'est dans le chapitre 4, c'est lui qui va permettre le peptide antigénique de passer dans le RE et qui joue un rôle donc, dans la destruction et qui fait partie des familles ABC. Alors que le translocon, c'est dans la biosynthèse, et on le voit ici, et il est fermé par BIP, ici, okay, qui est une protéine soluble, chaperon soluble. C'est bien de vous faire des petits trucs comme ça pour vous, tout seul, et arriver à vous remémorer tout ce que vous connaissez. Le récepteur SRP va être activé, donc complémentarité de forme, ici. Puis, comment on va faire pour que BIP dégage et qu'il y ait l'ouverture du translocon? On va besoin d'avoir une hydrolyse du GTP. Le SRP va hydrolyser, le récepteur SRP, lui aussi couple au GTP, va hydrolyser le GTP. Ouverture du translocon et la protéine qui va commencer à se faire synthétiser et qui va justement rentrer dans le RE. Okay, ça, je vous ai déjà mis un schéma. Et si on met du GTP gamma S à la place du GTP, ça bloque cette ouverture du translocon. Okay, vous le comprenez fort bien. Juste dernière chose qu'on a vu également, c'est que ce petit signal, lorsqu'on n'en a plus besoin, on le fait dégager. Et il va être coupé 2 fois. Première fois, il va être coupé par le signal, la peptidase du signal, excusez-moi. Alors, CONH, c'est la fonction, la liaison peptidique, hein, okay, que vous êtes censé avoir appris un peu aujourd'hui. CONH, acide carboxylique, fonction amine, on coupe au milieu, okay, ça va couper la liaison peptidique. Donc, première coupure. Deuxième coupure par la signal peptidase qui va donner 2 morceaux, un qui peut aller dans la lumière et un qui peut aller dans le cytosol. Rappelez-moi à quoi sert le fragment du peptide signal ici, quel rôle il va jouer, faites-moi rêver. Pour le CMH, non? Alors, pour le CMH, alors non, non, non et non. Non, c'est avec la calmoduline. Alors, non. Je veux dire pourquoi non. Le CMH, tu as raison que ici, dans ce cas-là, lorsque le peptide signal va aller vers le RE, là, effectivement, tu as raison, il peut se lier au CMH et être présenté après comme un peptide antigénique au lymphocyte CD8. Ça, tu as absolument raison. Mais le CMH, c'est lorsque le peptide signal va se mettre dans la lumière du RE. Okay. Mais ici, quand il est dans le cytosol, il va rencontrer, vas-y, je ne sais pas qui c'est qui voulait intervenir. Il va empêcher l'action de la... Il va empêcher la calcium calmoduline. Très bien. L'action de la calmoduline. Ouais. Très bien. Donc, il va empêcher, il va inhiber la calcium calmoduline. Donc, ça, c'est la figure 22 du chapitre 4. Donc, un des derniers schémas, l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier du schéma du chapitre 4. On avait vu toute la calcium calmoduline. OK? Très bien. Alors, juste une aparté. Pour ceux qui ont bien bossé, okay, depuis le début du confinement, même de l'année, avec moi en biocé, vous ne trouvez pas que c'est hyper agréable d'arriver maintenant, à faire les liens entre les schémas, vous comprenez beaucoup plus de choses. Les gens qui n'ont pas travaillé régulièrement, c'est normal que vous soyez à la ramasse, pas à la ramasse, mais un peu avec des doutes, mais vous n'en tirez pas encore une satisfaction, une joie. Mais là, pour ceux qui ont bien travaillé, normalement, tout commence à se recouper. Alors ça, je ne vais pas le voir maintenant parce que ça ne m'intéresse pas, mais on le verra. Regardez, figure 9, très importante la figure 9, on l'a vu également, c'est tous les chaperons qui sont dans le RE. En tout cas, tous ceux qui vont jouer un rôle, okay, dans la formation d'une protéine. Qu'est-ce qu'on voit ici? PIP,
qu'est-ce qu'on voit ici? PDI, qui forment les ponts disulfure. Et on a ici notre amie la calnexine, qui, elle, est transmembranaire. Alors, à noter quelque chose peut-être qu'on n'avait pas tellement vu depuis le début, c'est que tous ces protéines chaperons sont dépendantes de calcium. Alors ça, on l'avait vu dans le chapitre 4, quand on parlait du calcium. On avait dit qu'il y a des protéines qui fixent le calcium dans le RE. Et bien, ces protéines qui fixent le calcium, qui sont en gros même des sites de stockage du calcium, sont tous ces chaperons. Elles sont toutes calcium et ATP dépendants. Ça, c'est très important. BIP, PDI, qui sont solubles, calnexine, qui est donc transmembranaire. Juste, on me dit le rôle de BIP. BIP, ça joue un rôle pour fermer les transocons et ça joue un rôle aussi pour donner une conformation à la protéine. Pareil ici, calnexine, conformation de la protéine. Et BIP, et PDI, excusez-moi, va permettre de former les ponts disulfures. Mais ça, pour vous, ça doit être de la blague maintenant. C'est tellement classique que voilà. Donc tous, regardez ce tableau qui résume aussi. Toutes sont calcium dépendants, toutes sont ATP dépendants, sauf notre ami PDI, excusez-moi. PDI qui n'est pas ATP dépendant. On avait dit que c'était le seul chaperon qui n'est pas ATP dépendant. Juste, je fais une révision avec vous. Quel est le chaperon? Non, excusez-moi. Quel est le compartiment où il n'y a pas, bon, c'est facile, hein, il n'y a pas du tout de chaperon? Ça, on l'avait vu. Alors, Le peroxysome. peroxysome, matrice du peroxysome. Donc, en gros, retenez que les chaperons, il y en a vraiment, vraiment, vraiment de partout, sauf justement dans le peroxysome où il n'y en a pas. Parfait. On va voir 3 schémas maintenant et on va finir sur ça aujourd'hui. Je veux vraiment pas aller plus loin que ça et ça sera déjà magnifique ce qu'on a fait. Il y a la figure. Alors, il y a la figure 10 et 11 et normalement 14. Je vérifie qu'il faut que vous appreniez parfaitement. Alors, on va voir si c'est la 14. Non. 14. OK. Il y a un jour où vous saurez les schémas par cœur, ne vous inquiétez pas. Moi, je n'ai pas de mérite, ça fait 10 ans que je fais ça, ne vous inquiétez pas. OK. Alors, figure 10, 11 et 14. Pareil, moi, j'aime bien regarder les schémas d'une traite, des schémas qui ont un rapport. Alors ça, on va s'amuser un peu parce que ça, c'est quelque chose que vous allez comprendre. En tout cas, les liens vont les comprendre. C'est l'histoire ici d'un RE. Et dans ce RE, ben, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une accumulation de protéines. Il y a une accumulation de protéines tellement importante que le signal qui va en découler, c'est qu'il va y avoir une libération de calcium. Très bien. Donc, la libération du calcium est un signe d'une accumulation de protéines. On verra pourquoi et comment. OK? Alors, juste une parenthèse. Par exemple, si BIP et PDI, pourquoi il y aurait une accumulation de protéines? Peut-être parce que les protéines n'arrivent pas à obtenir une configuration 3D spatiale satisfaisante. Donc, ça veut peut-être dire que BIP et PDI et calnexine ne jouent pas leur rôle. Donc, ça veut peut-être dire que finalement, elle qui fixe le calcium, le calcium, il va peut-être en excès. Voilà. Je fais juste une supposition. Ce n'est pas marqué dans le cours, mais il faut arriver à faire les liens entre les choses. Et en fait, l'activation du calcium, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer un copain qu'on connaît, le NF-kappa B. Et là, je vous enjoins d'aller dans le chapitre 4, figure, je ne me rappelle plus, 16 ou 17, je ne me rappelle plus. Okay. Non, pas 16-17, mais 13 ou 14 du chapitre 4, où on parle du NF-kappa B. Et vous allez vous souvenir que le NF-kappa B, il est activé grâce à l'augmentation de calcium, qui va activer une kinase, qui va phosphoryler le I-kappa B,
et qui va donc activer le NF-kappa-B. Vous voyez les liens que vous devez faire? Ici, où il y a une ligne, il y a 10 mots à mettre. Okay, calcium, kinase, I-kappa-B qui dégage, NF-kappa-B active, qui devient donc un FRT. Ce NF-kappa-B va passer par des importines, ça on le verra dans le chapitre 9, va rentrer par les pores nucléaires dans l'enveloppe, dans le noyau, et il va aller jouer son rôle de FRT, puisque le FRT, son rôle facteur de régulation de la transcription, va aller sur l'ADN pour réguler la transcription. Pourquoi on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait qu'il y ait plus d'accumulation de protéines. Alors, on va activer BIP et PDI, qui vont, elles, revenir vers le RE, qui vont activer, redonner une forme aux protéines, et ça va arrêter le problème. Okay, donc, le cycle, il est classique. Les protéines s'accumulent, donc on a besoin de BIP et PDI pour revenir ici, pour redonner une forme à la protéine pour qu'elle ne s'accumule plus. Parenthèse, on l'a vu, on vient de le voir à l'instant, on vous dit juste que ici, le fragment du peptide signal peut être, lorsqu'il passe par le cytosol, va être détruit par le protéasome et dans son passage, il peut inhiber la calmoduline. Figure 11. Alors, ça, cette figure 11, si j'ai mes souvenirs sont bons, on l'avait vu. Figure 11, très important également, c'est l'histoire, c'est notre histoire. C'est l'histoire d'une diminution du cholestérol dans la membrane du RE. Faites attention, il y a des pièges sur ça, qui étaient en QCM, où il disait que le cholestérol diminuait dans l'enveloppe nucléaire, dans la lumière du RE. Non. OK? Donc, ici, on parle de la diminution du cholestérol dans la membrane du RE. La diminution de la membrane du RE va induire, OK, l'action, l'activité, l'adressage d'une protéine qui s'appelle SCAP. OK? SCAP va aller vers le Golgi, flux vectoriel membranaire et permanent. Et il va être clivé 2 fois. Une là. Protéase 1, protéase 1 et 2. Excusez-moi. Et ici, donc, SCAP va être coupé et va donner le FRT qui s'appelle SCREPT, qui va donc être activé. Ce FRT va être importé pareil dans l'enveloppe nucléaire, enfin dans le pore nucléaire, puis dans le noyau, puis il va aller vers l'ADN. Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter le calcium? Je rappelle qu'ici, c'était une diminution du calcium. Qu'est-ce qu'on va faire? On va activer des récepteurs au LDL. Si on active des récepteurs au LDL, il va avoir plus de récepteurs de LDL qui va être formé, donc plus de cholestérol qui va rentrer dans la cellule et donc plus de cholestérol qui va venir ici dans la membrane du RE. Pareil, c'est classique, c'est normal. Ici, on vous dit juste, et là vous l'apprenez pour certains, qu'il existe des protéasomes dans le nucléoplasme. Le protéasome, on les connaissait dans le RE et dans le cytosol. Mais ici, vous voyez que le protéasome, on les retrouve aussi dans le nucléoplasme. On voit que ici, le FRT, il va être polyubiquitinylé et amené au protéasome. Enfin, je vais vous donner un peu de travail. Je veux, tout seul, c'est un exercice pour vous, tout seul, que vous arrivez, et je vais vous l'envoyer sur la fiche parce que je suis sympa, tout seul, je suis désolé parce que là je suis au cabinet, donc je sors du cabinet, je ferai la fiche ce soir en rentrant, le temps que je mette les enfants au lit, donc je vous ferai la fiche ce soir, donc elle sera disponible ce soir, et je vous mettrai une fiche, un commentaire sur ce schéma. Mais je veux que vous arriviez, c'est vraiment un exercice, je ne veux pas vous mâcher chaque fois le travail, je veux que vous arriviez à essayer de comprendre, je sais que c'est un schéma qui n'est pas facile, à comprendre tout seul ce schéma. Qu'est-ce qu'il dit, à quoi il sert, etc., etc. Même avec le texte, ça ne m'embête pas, mais je veux que vous essayez tout seul de comprendre ce qu'il y a ici. Juste à remarquer, ce qui est très, très important ici, c'est la présence d'une perméase ABC. Ça, au niveau de la méthodologie, c'est très important. Pourquoi? Parce que ici, vous dites, ah, mais c'est où la dernière fois que j'ai vu une perméase ABC? Ah oui, la perméase ABC, je l'ai vue la dernière fois qu'on parlait des hormones stéroïdes. Lorsqu'elles sont passées par le cytochrome P450,
elles sont passées, le cholestérol est passé par le cytochrome P450 qui s'est transformé en pregnénélone, qui ont donné l'oestrogène, le progestérone et qui sont passés après donc par les perméases ABC, vers la circulation sanguine, vers le milieu intérieur. Et regarde qui on retrouve ici, le cytochrome P450. Donc il y a des points communs qui vont émerger ici. Donc je rappelle que le cytochrome P450 est une hémoprotéine, donc une protéine riche en fer. Donc hémoprotéine qui est riche en fer. Et le cytochrome P450, on l'a vu dans la mitochondrie, membrane interne, on l'a vu dans le RE, et on le voit ici aussi dans le RE, plutôt dans le REL. Ici, on est au niveau d'un REL. Et surtout, le cytochrome P450 utilise le NADPH et l'O2 pour fonctionner. Le reste, vous vous débrouillez. D'accord? Et je vous donnerai tout ça. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Ce qui est très important, j'arrête le partage. Ce qui est très important et ce qui était aussi dans la facilité de la compréhension dans ce chapitre 8, c'est encore une fois voir thème par thème. Vous voyez le thème des signaux d'adressage, le thème des protéines avec le peptide signal. Vous allez voir après, on va voir la prochaine fois notre thème sur les dendosomes. Il faut les voir les choses par thème. Si vous voyez les choses par thème, vous allez voir, vous allez comprendre des choses beaucoup plus facilement que si vous voyez les choses en d'affilée sans aucune intelligence. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous envoie le lien YouTube. En tout cas, il sera sur YouTube très, très, très rapidement. Et je vous rappelle que dimanche, vous bossez bien, s'il vous plaît, la chimie organique. Et demandez-moi, n'hésitez pas à me demander des QCM sur des cours que vous voulez bosser, que vous voulez que je vous envoie avec plaisir. Bon courage à tous et on se revoit dimanche, Monsieur Curovert. Allez, bon courage. Merci. Avec plaisir. Merci, Alexandre. Au revoir.